Mon histoire avec le SOPK. C'est une vidéo qui m'a été demandée 1 milliard de fois, je pense. Et de vous expliquer réellement de A à Z mon histoire avec le SOPK et mon parcours plus précisément. Du coup, pour vous expliquer un petit peu, on va repartir finalement dès l'adolescence. Donc quand j'étais ado, j'avais des règles très irrégulières, des règles qui étaient très longues avec des saignements qui étaient intensifs. J'avais souvent très mal au ventre. Du coup, évidemment, je suis partie chez la gynéco. Je suis passée entre les mains de vraiment pas mal de gynécologues différents avant de trouver une bonne gynéco, mais c'est vrai que durant mon adolescence, comme j'étais encore chez mes parents, j'avais moins tendance à vouloir chercher le spécialiste, le meilleur du patelin. Comme toute gynéco, je pense aujourd'hui, qui est face à une jeune femme ado qui a mal au ventre quand elle a ses règles, m'a proposé de prendre la pilule. Sauf qu'à l'époque, en fait, pour moi, c'était tout naturel de prendre la pilule. Ma mère avait fait ça, ma grand-mère a fait ça, bref, tout le monde l'a fait. Donc je vois pas pourquoi moi, en fait, je prendrais pas la pilule. Et comme c'est censé me soulager et me faire du bien, je me pose pas de questions là-dessus. Bref, du coup, je commence à prendre une première pilule qui me convient pas, donc j'ai pris Optile-Lova pendant quelques temps. La pilule ne m'a pas convenu. Ensuite, j'ai changé pour Optidril pendant quelques temps, ça ne m'a pas convenu non plus. Du coup, elle a fini par me mettre sous Optimisette, une pilule en continu, ce qui signifie que je n'avais du coup jamais mes règles. J'ai donc pris ma pilule en continu pendant 4 ans. Avec mon mari, on décide enfin de se lancer dans les essais bébés. Et c'est vrai que moi, je lui avais dit que je souhaitais arrêter la pilule 1 an avant d'entamer les essais bébés pour être sûr que mon corps ait le temps de se remettre, etc. Donc, mars 2021, j'arrête la pilule. Et là, la catastrophe commence. J'attends que mes règles reviennent et finalement, mes règles, en fait, ne reviennent pas du tout. Donc, au bout de 6 mois, je me dis qu'il faut que je fasse quelque chose. Et comme entre-temps, on a déménagé dans un nouveau département par rapport au domaine professionnel de Max, il était temps pour moi de repartir à zéro et de retrouver un ou une gynécologue qui était compétent sur le département. Petite aparté, je précise que moi, personnellement, je ne peux pas avoir un gynécologue masculin, mais encore une fois, c'est vraiment que moi et mes envies, donc il fallait que je trouve une femme qui était compétente. Au final, en arrivant dans ce département, on a rencontré des amis. Ces amis-là étaient suivis par une gynécologue. Du coup, cette amie-là avait de l'endométriose et avait eu quelques problèmes dans ses essais bébés, dans son quotidien, et cette gynéco était très très bien. Donc elle me l'a conseillé. Donc je me suis dit, pourquoi pas. Donc je suis allée voir cette gynécologue. Et aujourd'hui, je pense que cette dame, je lui dois absolument tout. Déjà parce qu'elle a été d'une bienveillance incroyable. Et aussi parce que du coup, c'est elle qui a vraiment posé le diagnostic sur moi. Du coup, j'ai fait mon premier rendez-vous avec elle où je lui ai vraiment expliqué mon parcours. Expliqué comment c'était dans l'adolescence, que là on était en essai bébé, que j'avais pris Optimisette sur 4 ans et que du coup là mes règles ne revenaient pas. Du coup elle m'a tout bonnement mis sous Dufaston. Donc Dufaston c'est un médicament qui vous permet en fait de déclencher vos règles. Donc ce ne sont pas des règles naturelles, attention, on est tous les mois. C'est un peu comme la pilule sauf qu'en fait c'est pas un moyen de contraception donc ça vous protège pas, mais par contre ça vous déclenche des règles automatiquement. Mais du coup ce ne sont pas des règles naturelles, il faut le savoir. Donc du coup j'ai fait juste un cycle sous Dufaston parce qu'il était hors de question pour moi de revenir à une voie médicamenteuse en sachant que j'avais déjà arrêté la pilule qui avait, je pense, ruiné mon corps. Donc c'était hors de question pour moi. Donc je l'ai pris que pour un cycle pour pouvoir passer finalement à mes examens. Et donc elle me prescrit un bilan hormonal. Le bilan hormonal, il sert vraiment à observer l'état de toutes vos hormones. C'est un bilan un peu général. Au final, au bilan hormonal, on se rend compte que déjà, il y a quelque chose qui va pas. J'ai l'hormone du coup, l'ALH et la FSH qui sont inversées, c'est-à-dire qu'il y en a une qui devrait être supérieure à l'autre et là je suis en inversé. Une testostérone qui est l'hormone masculine qui est assez élevée. On remarque également une résistance à l'insuline. Et pour couronner le tout, du coup, en termes d'ovulation, j'ovule très très peu, voire presque pas. Quand elle a reçu mes résultats, elle m'a dit « Revenez, on va faire une écho ». Donc elle m'a fait une écho endovaginale, donc c'est une écho qui passe par l'intérieur. Lorsqu'elle a vu l'état de mes ovaires, elle m'a caressé la cuisse, je me rappellerai comme si c'était hier, elle m'a caressé la cuisse et elle m'a dit « Madame, est-ce que vous avez déjà entendu parler du syndrome des ovaires polykystiques ?» Et là, en fait, j'étais pas surprise parce que du coup, je m'étais beaucoup renseignée, j'avais vu pas mal de choses passer sur les réseaux, j'avais lu des livres et franchement, ça ressemblait vraiment à ça. Donc en fait,
J'attendais juste que quelqu'un pose un diagnostic sur ce qui était en train de m'arriver finalement. Mais j'avais pas d'appréhension qu'on me le trouve parce que pour moi, au fond de moi, c'était ça que j'avais. Donc là, je lui explique qu'effectivement, je me suis déjà un peu renseignée sur la question. Là, elle commence à m'expliquer un petit peu ce qui risque de m'arriver. Et à partir de mon diagnostic, ça a été la descente aux enfers. C'est-à-dire qu'en 4 ans, j'ai pris 40 kilos parce que je ne savais pas driver ma résistance à l'insuline. J'ai pris de l'acné hormonal. Je ressemblais à une ado de 15 ans. J'avais des boutons plein la figure. J'ai perdu mes cheveux au niveau des tempes. Là, je suis en pleine reconstruction, mais vous pouvez quand même le voir. Vous voyez en fait la limite ici. En fait, c'est où du coup mes nouveaux cheveux repoussent. Mais du coup, j'ai perdu énormément mes cheveux. J'ai perdu toute mon épaisseur. Déjà qu'ils étaient pas très épais. Mais alors, j'ai perdu toute mon épaisseur de cheveux. J'ai pris des poils sur tout le corps, même sur le cou. Là, vous pouvez encore les voir. Je pense, parce que du coup, pareil, je suis en train de travailler sur ce symptôme, et du coup, la fertilité et les cycles irréguliers, c'est-à-dire que du coup, j'avais mes règles 2 ou 3 fois par an, ce qui, quand on veut avoir un enfant, est absolument dérangeant. Bref, du coup, ça a commencé à être la descente aux enfers. J'ai aussi commencé les insomnies, fatigue chronique, à vraiment être fatiguée tous les jours, tout le temps, toute la journée. Je me suis retrouvée à commencer aussi les crises d'angoisse. Mais quand je vous dis que ça a été une descente aux enfers, ça a été une descente aux enfers. Et en fait, je me suis dit, à quel moment est-ce que je vais me sortir de tout ça ? Et du coup, au final, j'ai un SOPK qui est très sévère. C'est-à-dire que normalement, on estime que vous êtes SOPK à plus de 20 follicules, et 45 dans un ovaire et 35 dans l'autre. Donc en cumulé, je vous laisse faire le calcul, c'est absolument aberrant. Bref, du coup, pendant, je dirais, 2 ans, j'ai rien fait pour soigner mon SOPK, pour la simple et bonne raison qu'en fait, personne n'est capable aujourd'hui de te dire ce qu'il faut faire pour se soigner. Aucun médecin ne m'a aidé dans mon parcours de soins de mon SOPK. Que ce soit une gynécologue, que ce soit une endocrinologue, que ce soit un médecin traitant, je n'ai jamais vu quelqu'un m'aider, me donner un conseil, ou du moins un conseil qui fonctionne autre que faut perdre du poids, prenez la pilule et revenez vers moi quand vous voudrez des enfants. Je n'ai jamais trouvé un professionnel qui m'a aidé. Du coup, de A à Z, j'ai dû me former toute seule, j'ai dû apprendre toute seule, j'ai dû mettre en place des choses pour essayer de me soigner toute seule. Donc pendant 2 ans, j'ai vraiment laissé le SOPK prendre une place très importante dans mon corps, dans ma tête et dans ma santé mentale. Il y a un moment donné où je me suis dit, là, c'est plus possible, je pouvais plus me saquer. J'avais des poils, j'avais des boutons, je perdais mes cheveux, j'ai pris du poids. Enfin, en termes physiques et en termes émotionnels, je pense que ça m'a bouffé. Mes 2 dernières années. Ça m'a bouffé la vie. Au bout d'un moment, je me suis dit, écoute meuf, tu peux pas rester comme ça, il faut que tu essayes de trouver une solution, débrouille-toi. Déjà, j'ai pris une feuille et j'ai écrit tous mes symptômes. Et après chaque symptôme, j'ai essayé de les soigner au mieux. Donc j'ai commencé par le poids, ensuite les boutons, les cheveux, etc. Aujourd'hui, on est 3 ans après le diagnostic et je me sens tellement mieux, vous pouvez pas imaginer. J'ai pratiquement plus de boutons. Il me reste encore des poils, mais je suis en train de travailler dessus et j'en ai 10 fois moins qu'il y a 2 ans en arrière. J'ai retrouvé de la longueur dans mes cheveux, alors que mes cheveux ne poussaient plus. J'ai perdu 11 kilos en 1 an, juste en drivant ma résistance à l'insuline. Et là, je vais beaucoup mieux, même émotionnellement, même psychologiquement, parce que la santé mentale dans le SOPK, c'est une dinguerie. Il faut se dire quand même que le SOPK entraîne vraiment un dérèglement du cortisol et peut mener à de la dépression. Du coup, aujourd'hui, je travaille sur moi, je travaille sur mes symptômes, j'ai appris à me soigner toute seule, donc franchement, je m'en porte beaucoup mieux qu'au moment du diagnostic. Malheureusement, du coup, on a appris que malgré mes boosts d'ovulation et tout ce que j'ai mis en place, il fallait quand même qu'on passe par un parcours PMA. Pour nous, c'est pas une tare du tout, on le vit pas du tout mal, on n'a pas du tout ce côté... grossesse superficielle. Il y a beaucoup de personnes qui me disent « Mais est-ce que tu vas dire à tes enfants que ce sont des bébés PMA ?» J'ai pas la barrière dans ma tête de me dire qu'un bébé PMA, c'est pas un bébé normal en fait. Du coup, pour moi, c'est un peu comme une grossesse naturelle parce que je porterai quand même mon enfant. Après, certes, c'est un parcours qui est long, c'est un parcours qui entraîne des protocoles, qui entraîne aussi souvent des problèmes de santé parce que on vous blinde d'hormones, parce que vous avez beaucoup d'examens à passer, parce que vous prenez beaucoup de médicaments. En termes de réaction du corps, vous allez quand même souffrir.
Maintenant, c'est pour la plus belle chose qui soit, avoir un enfant, donc je pense que tout le monde est prêt quand vraiment vous savez que ça va être très difficile d'en avoir. Je pense qu'on est tous prêts à passer par ce parcours, même si c'est peut-être pas comme ça qu'on avait prédit la chose, même si c'est peut-être pas comme ça que vous aviez pensé vivre votre vie. Après, c'est une épreuve pour le couple, et c'est une épreuve qui est censée vous souder et pas vous séparer. Après, je sais qu'il y a beaucoup de couples qui ne tiennent pas aux essais bébés, qui ne tiennent pas à la PMA, parce que c'est vrai que c'est beaucoup de charge mentale et qu'il faut être là l'un pour l'autre, sans se culpabiliser, sans se traîner vers le bas. Faut que toujours, quand il y en ait un qui soit un peu en bas, qui relève l'autre et vice versa. Donc c'est vrai que en termes de santé mentale et d'émotion, c'est un petit peu plus compliqué. Mais après voilà, c'est pour la plus belle des choses, je pense. Donc je pense que c'est important d'y passer quand même. C'est important de dédramatiser aussi ce parcours, de se dire que oui, certes, c'est un parcours qui est difficile, mais c'est encore une fois pour la plus belle chose du monde. Donc vraiment, si vous devez passer par la case PMA, ce n'est pas grave. Je sais que c'est une claque à prendre parce que on se dit ok, on n'est pas assez bien foutu pour le faire nous-mêmes, donc on a besoin finalement de la médecine pour nous aider. Mais dites-vous, rappelez-vous toujours que vous n'êtes pas seul. Rappelez-vous toujours que vous avez votre mari ou votre conjoint qui est derrière vous. Rappelez-vous aussi également que c'est pas facile pour eux et que du coup, à l'inverse, il faut aussi être présent pour eux. Mais surtout, rappelez-vous que vous n'êtes pas cassé, que tout va bien, que vous êtes quand même en bonne santé, même si parfois, certes, on se dit « Oh, fait chier, j'ai un SOPK, oh, fait chier, j'ai une endométriose, oh, fait chier, j'ai une adénomiose », mais dites-vous quand même qu'il y a des gens qui ont des maladies beaucoup plus graves que ça. Il y a des maladies auxquelles on meurt aujourd'hui, voilà, même si ça entraîne beaucoup de complications, même s'il y a énormément de symptômes, même si parfois c'est dur à gérer, faut toujours essayer de relativiser pour se sortir aussi la tête de l'eau, parce que c'est vrai que c'est un certain cercle vicieux. On pourrait vraiment, comme le serpent qui se mord la queue, toujours être d'après nos symptômes, toujours dramatiser sur ce qu'on a. C'est vrai que c'est pas facile, c'est vrai que ça fait pleurer, c'est vrai qu'on pète des crises, qu'on pète des câbles, qu'on dort pas, mais franchement, c'est possible de gérer vos symptômes. Il faut juste être accompagné par des personnes qui sont compétentes ou par des personnes juste qui s'y connaissent. Essayez au mieux de vous faire accompagner, essayez au mieux de gérer vos symptômes, et le peu que vous ferez, dites-vous que c'est déjà très bien, parce que vous repartez de loin, parce qu'aujourd'hui personne ne sait comment vous soigner, et que c'est important de prendre soin de vous, de prendre soin de votre santé mentale, de prendre soin de votre santé physique, de prendre soin de votre santé émotionnelle, et que le SOPK, ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas une tare, c'est pénible, mais vous pouvez vraiment vous en sortir. En tout cas, je suis curieuse, racontez-moi en commentaire vos parcours. Dites-moi si vous voulez des vidéos sur le thème, sur des thèmes particuliers, peut-être sur la PMA, sur les essais bébés ou sur le SOPK de manière générale. Franchement, je suis hyper ouverte à vous faire des vidéos un petit peu plus longues comme celle-là, pour vraiment qu'on aborde ce sujet dont on n'entend pas beaucoup parler, je pense. Et par la même occasion, je tiens juste à vous dire que dans la légende, je vous mettrai le lien d'une pétition de l'Assemblée nationale. Donc l'Assemblée nationale a enfin ouvert une pétition à signer. Il faut qu'il y ait 100 000 signataires. Actuellement, il n'y en a que 10 000 pour que le SOPK soit reconnu comme une ALD. Une ALD, c'est une affection longue durée. Et la reconnaissance en ALD vous permettra d'avoir beaucoup plus de prise en charge en termes de médecine douce et en termes esthétiques, comme notamment l'épilation qui aujourd'hui du coup n'est pas pris en charge par la sécurité sociale. Donc je pense que c'est très important d'aller signer cette pétition, même si elle ne vous concerne pas. Faites-le au moins pour nous, faites-le au moins pour les filles qui ont le SOPK, parce que si vous la signez pas, oubliez pas que peut-être votre cousine, votre sœur, votre mère demain peut développer un SOPK. On ne naît pas forcément avec, ce n'est pas forcément génétique, ça peut vraiment venir à n'importe quel moment de la vie. Donc je vous invite vraiment à signer cette pétition, c'est très très important de la signer, et je pense qu'aujourd'hui on a le pouvoir de faire changer les choses, et il est temps que les choses changent. Donc je vous demande vraiment de la signer. En tout cas, encore une fois, dites-moi en commentaire votre parcours, si vous avez un SOPK ou pas, si vous êtes en essai bébé, si vous êtes en parcours PMA, bref, peu importe, racontez-moi tout ça et donnez-moi des petites idées de vidéos sur lesquelles je pourrais du coup tourner dans ces domaines-là. Donc voilà, en tout cas, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une bonne soirée. Bisous!